quelles solutions expérimentent les e-commerçants pour éviter le suremploi d'emballage? Comment est-ce que, par exemple, ils chassent le vide et est-ce qu'ils le chassent bien? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Florent Reberg, Julien Cléry, il s'agit de repenser quelque part l'emballage du e-commerce et on démarre avec vous, Florian. Alors, je vais prendre la parole avant sur Florian. Effectivement, C'est Julien. ouais, pas de souci, on s'adapte. Comme le e-commerce, on s'adapte. Effectivement, et c'était très bien tout à l'heure, on parlait de consommateurs. Il y a beaucoup de termes qui arrivent. Alors, parfois, on a l'impression que c'est un peu que du marketing. Aujourd'hui, nous, la raison d'être de DS Smith, c'est de repenser l'emballage par un monde qui change. C'est pas qu'une stratégie de visibilité, de marketing de DS Smith, c'est ce que font les équipes de Florian, nos concepteurs au quotidien. Qu'est-ce qui se cache derrière le monde qui change? On l'a parlé tout à l'heure de l'e-commerce, il y a beaucoup de problématiques. Des problématiques qu'on ne peut pas forcément connaître quand on n'est pas dans l'industrialisation. Il y a un consommateur, on a tous reçu un emballage qui est beaucoup trop grand. Les consommateurs veulent aussi de l'expérience client en même temps. Il y a aussi un prix à payer quand on achète en e-commerce. Donc il y a beaucoup de problématiques. Et autre que le marché du e-commerce, en tant qu'acteur de l'industrie packaging, on se doit, nous, d'accompagner, de chercher de nouvelles solutions. On parle de circularité. Il y a aussi un côté, on en parlera tout à l'heure, de sensibilisation. C'est-à-dire, derrière circularité, il y a recyclabilité, il y a aussi les collectes. Donc, il y a beaucoup de choses et il y a plusieurs étapes. On ne peut pas demander à des acteurs, du jour au lendemain, de changer complètement leurs investissements, les machines, d'être durables, et en même temps de répondre à tout ce qui est des approches TCO, comme on peut l'entendre. TCO, pardon. Total Cost of Ownership, c'est-à-dire vraiment la valeur de l'emballage ou du produit qu'on va offrir. Et aujourd'hui, effectivement, on discutera tout à l'heure, il faut beaucoup de personnes autour de la table pour définir vraiment l'emballage qu'on souhaite développer. Donc voilà ce que nous on fait au quotidien, on travaille sur les circularités, sur ce que veulent les consommateurs finaux. Et pour rappel, pour DS Smith, l'objectif n'est pas de faire une présentation détaillée de ce que nous on fait, mais ce qui est important, c'est qu'on a plusieurs divisions. Florian et moi, on appartient à la division packaging emballage. Mais en fait, on a aussi une activité papier recyclage. C'est-à-dire que notre business model aujourd'hui est basé sur l'économie circulaire. Ce qui nous sert aussi à tacler tout ce qui est les problématiques et les challenges environnementaux, d'échanger sur les moyens de conception et de circularité, et d'avoir, comme vous pouvez le voir en France, on a un maillage territorial qui est important. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on peut avoir sur e-commerce, on peut acheter n'importe où. Quand on est en grande distribution, on va dans les supermarchés, on peut aller, on prend notre voiture et puis on va aller faire nos courses. E-commerce, on peut acheter partout. Et le but, c'est de réduire au maximum l'empreinte environnementale quand on va livrer un consommateur. On fait beaucoup de choses. Pourquoi je voulais partager cette slide-là? C'est qu'en fait, quand on parle de e-commerce, il ne faut pas se dire il n'y a que des pure players. Pure players, c'est ceux qui vendent 100% e-commerce. Pas que. Il y a des magasins physiques qui vont décider d'avoir une activité en e-commerce. Donc, on doit aussi les accompagner. De plus en plus. De plus en plus. On peut citer Fnac, Boulanger. Darty, bien sûr. Exactement. Il y a des pure players qu'on connaît qui sont Amazon, qui sont ventes privées, des plus petits. Et puis, il y a d'autres aussi entreprises qui sont dans la cosmétique qui veulent se lancer. Donc, toutes les problématiques sont très différentes. Il y a la vente en drive qui est aussi une la vente en drive, distance. alors qui compte comme du e-commerce, effectivement. Donc, les problématiques sont beaucoup plus larges de se dire l'entreprise, finalement, elle a juste un emballage et elle vend en e-commerce. C'est beaucoup plus complexe. Nous, la circularité, c'est quelque chose qui est importante. Et ce que nous demandent nos clients, et c'est là que vous allez voir les problématiques, c'est qu'ils veulent, et on souhaite avoir un emballage qui soit beau, parce que c'est vecteur de l'expérience client e-commerce, réduire les coûts au maximum aussi pour les industriels, pour ne pas pouvoir faire payer au consommateur final le prix total. En même temps, limiter les risques, c'est-à-dire que quand on reçoit un emballage, il faut aussi pouvoir l'ouvrir facilement. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes, des personnes âgées ou même handicapées qui peuvent pas ouvrir l'emballage. Et le côté intégrer la circularité. Et on le verra tout à l'heure avec Florian, avoir un emballage qui vend expérience client, qui ne coûte pas cher et qui en plus qui respecte l'environnement, cette approche est très difficile. Donc on est vraiment sur de sur-mesure. Alors premier constat surprenant, c'est que l'ennemi en matière de logistique, pour le développement durable aussi, c'est le vide. Trop d'emballage pour rien, et en particulier dans l'e-commerce. Donc vous allez nous présenter des statistiques surprenantes. Exactement. Je pense qu'on a tous reçu un emballage qui est beaucoup trop grand avec un petit produit. Encore semaine dernière, j'ai reçu 3 paires de chaussettes dans un emballage de paires de chaussures, donc j'étais un peu énervé. Et en plus de ça, comme pour éviter au livreur de revenir, si je peux me permettre, il m'a défoncé l'emballage pour que ça rentre dans la boîte postale.
Donc ça, c'est Et aussi pourtant, vous aviez la boîte postale normalisée. adéquate, effectivement, D'accord. pour 3 paires de chaussettes. Donc ça veut dire qu'il y a un problème là de réponse à un standard. Alors effectivement, on se dit, bon, premier point, et on va parler des statistiques, c'est de se dire, le livreur, pourquoi finalement il a forcé? On est énervé par le livreur, mais en fait non, c'est la marque. Pourquoi avoir un emballage qui soit aussi C'est la grand marque. à mettre pour 3 paires de chaussettes? On a fait une étude avec Forbes, qui est anglais, et c'était de se dire finalement, sur l'espace du vide, quel vide est présent donc, dans les containers, donc c'est-à-dire les gros containers qui partent d'Asie et qui viennent jusqu'en Europe, et puis aussi de faire une étude qui concerne les emballages, donc, juste en e-commerce. Sur l'étude des conteneurs, c'était de se dire, avec toutes les données qu'on avait de la part de Forbes, c'était d'étudier, de se dire finalement combien de conteneurs sont vides qui viennent d'Asie. Et sur la partie e-commerce, on a pris différentes catégories de produits et on a décidé de faire plus de 190 achats en e-commerce et d'étudier le vide, expérience client, et finalement voir en termes de conception ce qu'on pouvait faire. On a interrogé plusieurs personnes dans différents pays et on s'est concentré sur direction, ceux qui prennent les décisions en entreprise. On a fait pure player, mais aussi industriel et magasin physique qui veut se lancer en e-commerce. Alors ce qui est surprenant, c'est que au niveau du vide, on se rend compte que dans les containers, on est sur une moyenne de 24% de vide. Et puis quand on passe au e-commerce, on est sur 43% de vide. Il y a un quart des containers qui circulent sur les bateaux sont vides. Exactement. C'est l'étude ce qui a été ressorti. Sachant qu'en plus, cette étude date un peu, mais je comptais la partager parce qu'on a toujours cette problématique-là. Donc, vu l'évolution du e-commerce et des achats qu'on peut faire, on est en train de travailler aussi sur une nouvelle étude pour mettre à jour encore ces chiffres. Et à mon avis, on a aussi des chiffres qui sont beaucoup plus importants en termes d'espace vide. Alors attendez, si on prend les emballages e-commerce, 43% d'espace vide moyen. Ça veut donc dire presque la moitié de chaque colis est vide. C'est ça, dans ce qu'ils disent, effectivement. Après, on peut voir il y a une différence entre les différentes catégories qui ont été évaluées. Donc on a quand même sur plusieurs achats d'emballage en différentes catégories dans différents pays. Après, on parlera tout à l'heure, il y a des efforts quand même qui ont été faits. Mais ce qui serait intéressant, ce que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est de faire le pourcentage entre l'évolution du e-commerce et les efforts qui ont été faits par les acteurs. Quand vous dites vide, c'est-à-dire il y a beaucoup de produits de calage en fait qui sont rajoutés. Oui. Après, il y a aussi, on a toujours reçu, j'en reçois au quotidien, des produits qui bougent. Effectivement, calage, ça peut être polystyrène aussi, plastique. Pour se dire, on en a un et il faut absolument l'utiliser parce que pourquoi finalement on reçoit un emballage qui est trop grand, c'est qu'on a déjà du stock. C'est aussi plus facile d'acheter beaucoup d'emballages pour réduire effectivement le prix d'achat et de se dire bah, tiens j'ai une paire de chaussures, elle est là, elle coûte moins cher, j'envoie une paire de chaussettes. Quelque part, il y a trop de standardisation pour l'instant. Oui. Dans les emballages du e-commerce. Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous disais tout à l'heure, quand on a interrogé les cadres, il y a 69% d'entre eux qui disent qu'effectivement pour eux il y avait 25% de vide dans les conteneurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était 24%. Et on voit que ça pourrait équivaler à 61 millions quand même de conteneurs qu'on pourrait réduire en transport. Ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Là où ça se tend, c'est que les dirigeants sur le e-commerce, ils se disent, selon nous, on pense qu'il y a 25% d'espace vide dans les emballages. Là, ils en sont moins conscients. Là, ils en sont moins conscients. Alors, vous allez me dire, mais finalement, pourquoi? Alors que quand on voit, il y a quand même un impact environnemental qui est fort et qui est important. Donc, il y a ce constat de se dire, il faut faire quelque chose pour l'environnement et réduire l'impact environnemental, mais en même temps, des fois, on a une mauvaise perception finalement des coûts. Au niveau des coûts, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui pourrait l'équivalent de 46 milliards quand même, c'est-à-dire qu'il y a des économies. Donc ce passage entre, écoutez, aujourd'hui, il y a peut-être des investissements à faire pour pouvoir plus adapter l'emballage aux produits, mais il faut savoir se projeter et mettre en place une stratégie en se disant, voilà, le retour sur investissement, on pourra gagner de l'argent. Bon, c'est facile à dire, plus dur de le mettre en place. Et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'expérience client. Ils se disent quand même, bon, l'expérience client, c'est un facteur important dans l'e-commerce, alors qu'au final, aujourd'hui, on est quand même à 43% de vide. Et quand on voit les influenceurs, les millennials qui mettent en avant sur Instagram ou TikTok ou autres les emballages et qui montrent en avant pourquoi il y a du vide. Les unboxings. Exactement, l'expérience unboxing, on se dit qu'il y a vraiment plus de choses à faire et il faut passer le pas aussi. Donc sur la prise de conscience, nous on se doit, parce que cette étude on l'a faite aussi pour pouvoir accompagner nos clients et la prise de conscience. Tout à l'heure, pourquoi finalement il y avait juste une estimation qui était en décalé par rapport au vide qui est présent dans les emballages, c'est qu'on a aussi interviewé des dirigeants, il y a des marketing
il y a la partie opérationnelle, la partie supply. Forcément, quand on interroge la partie opérationnelle, la partie supply, ils n'aiment pas trop qu'il y ait du marketing parce que forcément, il y a l'expérience client qui arrive et ça peut augmenter le prix. Ce que nous, on essaye de faire, c'est en fait, il faut réunir tout le monde autour de la table en disant le marketing, effectivement, il faut réduire cet emballage-là, mais il y a des investissements. C'est vraiment en fait un projet à mettre en place pour pouvoir effectivement réduire au maximum et optimiser les solutions et investir. Je vais vous faire répéter parce que quand même c'est incroyable. L'emballage du e-commerce n'est curieusement pas considéré comme un vecteur d'expérience client. Sur les personnes, évidemment, les 4 dirigeants qui ont été informés. Ce pas les consommateurs, c'est les 4 dirigeants. Exactement, les 4 dirigeants des entreprises. C'est-à-dire que si on peut voir un responsable de la... On a l'impression qu'ils n'ont pas vu un consommateur de leur vie, ces gens-là. Alors, ce qui est surprenant, je pense qu'il y a un décalage aussi, parce que je me doute que les responsables opérationnels et en supply chain, ils en achètent aussi en tant que consommateurs e-commerce. Ils savent. Donc, ils le savent. Sauf que peut-être, finalement, dans leur entreprise aussi, on a tous, je pense, des objectifs à respecter. Et il faut savoir aussi y répondre le plus vite possible en termes de supply chain, en termes de disponibilité. Et finalement, est-ce qu'on est prêt à faire un investissement de tant millions d'euros pour, à court terme, gagner peut-être un peu moins, mais être mieux pour l'environnement et avoir une meilleure expérience client? Ça, ce serait l'approche parfaite. Mais ça prend du temps. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien avec des partenaires, d'accompagner, de sensibiliser. Et Florian, la façon dont il travaille, c'est qu'on met tout le monde autour de la table pour que eux échangent. Justement, on en vient à la réaction des enseignes de e-commerce, enfin des e-commerçants. Quels engagements sont-ils capables de prendre et surtout, comment est-ce que vous percevez leurs attentes et comment les aidez-vous? Ouais, alors là, je vais laisser la parole à Florian sur quelques approches qu'on a eues avec des acteurs du e-commerce. Florian. Oui, donc le e-commerce, chez nous, on le travaille avec nos piliers. Donc, avec le micro calé sur le menton. Calé sur le menton. Donc nous, on le travaille avec les piliers. L'ennemi de la parole en public, c'est le vide entre le micro et le menton. Okay, bon, on va essayer de réduire le vide alors. On va essayer d'y travailler la prochaine fois. On le travaille grâce à nos piliers. Stimuler les ventes, réduire les coûts, limiter les risques et intégrer la circularité. Et c'est valable aussi dans le e-commerce et on les accompagne grâce à ça. Bon, alors les 3 paires de chaussettes, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va travailler sur leur gamme d'emballage et les emballages pour répondre à ça. Et c'est l'approche RSE au complet chez nos clients, c'est qu'on va prendre en compte tout un tas d'options, et on va le voir juste après, qui vont nous permettre de travailler là-dessus et ajuster au mieux l'emballage qu'ils vont expédier pour contenir leurs produits. En plus, là, la dame, elle est contente sur la photo, mais son carton, il est pourri. Donc, elle a quand même une belle expérience, même si le carton n'est pas fabuleux. Je pense qu'il est optimisé quand même, non? Non, je plaisante. Hein. C'est pour provoquer, c'est pour amener les réponses. C'est ça. Sur les fonctionnalités, on va travailler en collaboration avec nos clients, en co-création, pour concevoir avec eux au plus juste, en fonction de leurs justes besoins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà leur parler de protection. Et comme on le disait tout à l'heure, ça ne sert à rien de faire trop de protection. Donc en fait, on va ajuster l'emballage d'expédition au contenu, au type de contenu. Alors le type de produit, la fragilité du produit, le multi-produit aussi. Est-ce qu'il va y avoir des contacts entre les produits? Et donc on va s'appuyer sur leurs statistiques de vente pour les accompagner sur la bonne protection et pas trop de protection. Parce que c'est ça, chez un e-commerçant, on peut commander un produit, tout va bien, à la limite on peut optimiser facilement, mais quand il y a un multi-produit qui peut-être être stocké d'ailleurs dans différents endroits de la plateforme logistique, c'est compliqué. Alors oui, il y a les gros acteurs qui ont plusieurs plateformes logistiques et il y a les petits moyens qui se mettent au e-commerce, qui vendaient en magasin et qui ont un centre logistique et qui envoient. Et donc là, on va parler d'optimisation. L'optimisation en termes de taille, alors en taille du contenant, mais en termes de nombre de contenants aussi. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer pour adapter au plus juste, clairement. L'aspect suivant, c'est l'expérience client. Et on en parlait, les dirigeants ne sont pas forcément conscients, mais nous, consommateurs et qui recevons des emballages, on en est conscient. On a peut-être plus l'habitude, mais l'expérience d'une marque passe par l'emballage. C'est le premier relais à l'arrivée chez le client. Et aujourd'hui, quand on parlait de marques qui vendent en magasin et qui se mettent au e-commerce, ils veulent et leurs clients ont besoin de garder ce lien avec la marque et avec l'expérience client au sens large. Alors, une façon de communiquer, des couleurs,
Un parfum, ça peut être aussi. Il n'y a, pas beaucoup de couleurs pour l'instant dans les emballages e-commerce. C'est rare. On est sur la standardisation et nous, on travaille pour accompagner les marques qui se mettent au e-commerce. Avant, c'était des e-commerçants qui n'avaient pas forcément besoin de communiquer sur leur marque. Là, on y est un peu plus. Est-ce que ça vient par le secteur du luxe, par exemple? Alors oui, le luxe tire complètement cette... Oui, oui. On vous laisse continuer. Et Julien en parlait tout à l'heure sur les options d'ouverture, de refermeture pour le réenvoi et la réutilisation. C'est hyper important, ça. Voilà, c'est une demande des marques, des clients, pour prendre en compte la seconde vie chez le consommateur final. Alors, on va vous partager plusieurs briefs qu'on a eus de nos clients et comment on les a accompagnés. Donc, clients e-commerçants. Clients e-commerçants, enfin, ou qui se mettent au e-commerce en tout cas. LDLC est un acteur du e-commerce, a des magasins, vend en ligne, vend principalement des ordinateurs et du gros multimédia, mais de plus en plus de petits accessoires. Donc, ils nous ont demandé de développer pour eux, développer avec eux, une gamme pour les petits accessoires, mais à monter facilement. Donc on est parti sur des conceptions simples à monter. Une taille boîte aux lettres, on en parlait tout à l'heure. Là, on est sur des petits accessoires. Ils veulent réduire clairement le vide dans leur grosse boîte, donc on s'adapte. On prend en compte forcément l'éco-conception. Même sur une marque de multimédia, ils en sont conscients et ils veulent faire l'effort, éco-concevoir, l'emballage soit complètement recyclable et minimisant la matière. On n'est pas sur des gros objets là. L'éco-conception, ça va devenir un standard pour le e-commerce aussi? Oui, bah, ils ont à gagner aussi financièrement à éco-concevoir. Et avec un calage pour des petits produits. Là, on est sur des produits souvent avec étui. Donc, vous allez voir, ça se fait assez bien sur le calage. Et laisser la possibilité de retour, soit pour le produit, soit pour la réutilisation future, vu qu'on est sur des petits emballages. Ça se généralise le retour en e-commerce aujourd'hui. C'est une proposition de valeur qui est faite par la plupart des acteurs. Oui, la plupart, oui. Alors, il y a des produits qui n'accepteront pas le retour. Si vous achetez un lustre et vous en êtes content et vous allez le garder. D'autres produits, oui, acceptent très bien le retour et on le prend en compte. Et en plus, il y a Vinted ou Vinted, selon les personnes, comment ils le disent. Mais c'est pareil aussi derrière. Même si une marque qui développe un emballage, c'est de se dire, il faut penser aussi à la seconde vie. Et derrière, si on souhaite revendre, voilà, on a besoin d'un autre emballage. Donc ça fait aussi deuxième vie. C'est intéressant. La réutilisation, c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la vente de seconde main. Donc on va le voir ici sur l'emballage. La vidéo commence pas du début. Alors, on a une petite vidéo illustrant, donc il faut s'y adapter aussi, si elle a déjà commencé. C'est ça. Donc là, on est sur la fin de la vidéo où on ferme l'emballage pour son retour. On va revoir le début. Est-ce qu'on peut recaler la vidéo au départ, s'il vous plaît, pendant qu'on décrit? Voilà. Là, on termine l'envoi. Donc en fait, c'est un emballage double hauteur. Vous le voyez sur la droite. Il permet à être monté facilement, manuellement. Et on peut poser des étuis dedans. Si la boîte n'est pas pleine au premier envoi, on peut réduire sa hauteur pour adapter, en tout cas en hauteur minimale, au contenu et ne pas expédier le vide qu'on aurait eu si on n'avait qu'une seule taille. L'objectif aussi, c'est pouvoir le réutiliser en seconde main ou pour le retour si on ne renvoie pas la totalité des produits et pouvoir diminuer la taille. On a utilisé aussi, on a minimisé la matière et minimisé le plastique avec une seule bande adhésive qui permet la première fermeture, l'ouverture et le retour. Donc là, clairement, on a une seule bande plastique au lieu de 3. Donc là, on a fait un vrai effort. Le e-commerçant a fait un vrai effort. Voilà, là, on voit la double hauteur et le passage en petite hauteur et on vient fermer le couvercle. D'accord. Alors, on a tous fait ça chez nous, mais avec un cutter et du scotch. Oui. Alors là, là, c'est prévu. Là, c'est prévu, c'est facile. Et pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui ne le connaissent pas, il y a aussi un QR code dans le fond pour vous montrer et qui vous emmène vers une vidéo pour vous montrer comment on fait. D'accord. Donc, on élimine le vide. On optimise le coût d'envoi aussi. Oui, là, pour des e-commerçants de moyenne taille, oui, on a un seul emballage qui permet d'utiliser 2 tailles. Et pour maintenant des facturations d'expédition qui sont au poids-volume, oui, là, derrière, ça fait des économies. Un autre brief un peu plus luxe, là on est sur une marque de cosmétiques, donc de petits produits. Sa première problématique, c'était envoyer de multiples produits. Donc plusieurs petits produits de forme et de taille, de taille et de poids différents.
en les calant dans un emballage e-commerce. C'est bien de faire aussi l'exemple multiproduit parce qu'on avait compris tout à l'heure qu'il y avait plusieurs cas de figure. C'est ça. Sur les étuis, c'est facile. Sur d'autres produits, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a conçu une solution 100% sur mesure avec un papier à l'intérieur qui va, vous allez le voir juste après, permettre de caler les produits, les multiproduits. Le papier de calage est inclus dans l'emballage. Dans l'emballage, c'est ça. Bien sûr, là, sur cette partie cosmétique, il fallait intégrer une expérience client et une vraie expérience client avec de l'impression et une visibilité et une accessibilité maximale des produits. On a tout accentué sur le développement durable. On est sur des papiers qui sont 100% recyclés et recyclables. Donc, aucun problème pour la suite de la collecte et du recyclage. Donc, quelque part, on est en monomatériaux. Oui. 100% papier carton. Voilà, donc je disais 100% papier brun et la possibilité de retour avec une bande adhésive. Et en fait, cette fois-ci, pour minimiser encore la bande, on ne détruit pas le couvercle de l'emballage, ce qui permet d'être rescotché. Ce client-là avait assez peu de retours pour ses clients à lui, mais il ne voulait pas interdire le retour et la réutilisation. Comment ça se passe? C'est un scotch repositionnable? Et là, ce sera le consommateur qui met un scotch pour refermer, mais le couvercle est complet. Ok, d'accord. Laisse la réutilisation. Donc là, on voit l'ouverture du client, où il voit, grâce à la fenêtre de visualisation, les produits qui sont calés complètement dans le fond. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le début de la vidéo, où on voit qu'en fait, le papier est sur la périphérie de l'emballage. Oui. On va voir juste après. On va le voir après, oui. Ouais. On vient positionner son produit dans le fond, et en fait, on vient manuellement, grâce au papier, créer un nid. On l'a appelé le nid du coup, où on vient modeler le papier autour des produits. Est-ce qu'on peut repasser la vidéo, peut-être pour qu'on comprenne dès le départ où est le papier? Voilà. Il est dessous? Le nid là, il est dessous, on le voit. En fait, c'est un papier autoscellant qui va se coller sur lui-même, mais pas coller sur les produits. La partie collante est à l'extérieur. Et ce qui va permettre de, je le disais, modeler autour des produits pour assurer un bon calage et minimiser le calage qu'on aurait dû rajouter. D'accord, très bien. Et on s'aperçoit que le packaging n'est pas ancré. Hein. Il n'y a pas des encres partout. On ne pouvait pas communiquer sur la marque, donc ça c'est une version en neutre. En neutre. Normalement, la face est imprimée avec son logo, un texte d'accompagnement et toute sa politique environnementale. Oui, d'accord. Il y a des encres aujourd'hui qui sont... Encre à l'eau. Qui n'empêche pas du tout le recyclage. Qui n'empêche pas le recyclage dans la filière des papiers cartons. Il faut le repréciser quand même. Il faut le préciser. Ça. La majorité des acteurs sont sur des encres à l'eau et on peut imprimer autant qu'on veut sans problème. C'est sympa de faire une découpe aussi. On peut personnaliser en fait avec de la découpe. C'est ça. Ça, c'est la fenêtre de visualisation qui va permettre de communiquer à la marque, d'être dans son expérience avec son logo en découpe et de voir les produits juste en dessous. C'est bien pour les écoles de design. J'ai l'impression qu'il y a des étudiants en design qui sont là. On peut se faire plaisir sur les découpes et sur les logos qu'on va intégrer dans le carton. Autre brief. Autre brief, un acteur spiritueux français qui avait besoin de développer une gamme d'emballage cadeau avec une bouteille et un verre. Donc là, on est sur un produit très lourd et juste à côté, un produit très fragile. Donc c'était un pack cadeau expédié sur une grande plateforme de e-commerce. Donc on avait besoin d'avoir quelque chose qui se monte facilement et qui aussi se déballe facilement. On a bien sûr maximisé l'expérience client avec une impression haut de gamme à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de l'emballage pour voir l'objet, et une solution qui est quand même 100% recyclable. Et on doit supporter la supply Amazon. Donc en l'occurrence, on la cite, on peut citer Cdiscount, on peut citer eBay aussi. eBay aussi, les autres. On a sollicité, qui ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi, on essaiera de les avoir à la prochaine édition. Donc là, on est sur un pack cadeau entièrement imprimé à l'intérieur, qui est préparé chez la marque de spiritueux, Grégoire. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Là, on est dans vraiment une vraie expérience client, enveloppant à l'intérieur. On voit les produits positionnés dans le calage qui est ajouré. Et le calage est en deux parties à l'intérieur, donc on peut l'enlever facilement pour accéder aux produits. Et pour autant, on a réussi à avoir la certification Amazon, donc avec une série de tests de chute. Et cet acteur voulait avoir le plus haut niveau, donc avec une solution 100% recyclable. D'accord. Donc là, on est sur du calage moulé. Alors, non, c'est du carton ondulé. C'est du carton ondulé qu'on vient former et
envelopper la bouteille et le verre côte à côte. D'accord. Et qu'il n'y ait pas de risque que les deux s'entrechoquent au milieu. Dernier exemple sur du spiritueux aussi, encore plus luxe. Là, c'était un pack cadeau avec 2 bouteilles et des accessoires de mixologie. Donc, on a créé un emballage sur plusieurs niveaux avec un plateau pour séparer les accessoires et les bouteilles. Bien sûr, l'expérience client avec l'impression intérieure, on va le voir juste derrière, et l'idée d'un coffret cadeau. Donc ça, c'est ce qu'on leur a fait l'année dernière. Un coffret, je répète, 2 bouteilles, donc on est sur quelque chose de lourd, et des accessoires au milieu fragiles. On peut voir sur le plateau du dessus, on a l'agitateur en verre, donc très fragile, qui est mis sur le dessus, mais qui permet, grâce aux découpes, de voir les bouteilles en dessous. On est imprimé complètement partout, et bien sûr, on respecte la supply du e-commerce sans que tout s'entrechoque et se casse au milieu. Très bien, merci pour ces exemples effectivement qui sont très concrets pour les acteurs du e-commerce. On voit bien l'intérêt de l'éco-conception, on comprend bien l'usage du monomatériau et le travail qui est fait pour quelque part distinguer les packaging e-commerce. Alors activer l'économie circulaire, c'est aussi se préoccuper de ce que deviennent ces emballages après, évidemment. Ils sont jetés dans le bac jaune quand tout se passe bien, mais on l'espère. Mais est-ce que c'est suffisant ? Les cartons du e-commerce, par exemple, quand ils sont mélangés à d'autres contenants, on pense à des boîtes de conserve qui ont eu des produits alimentaires dedans, finalement, ils sont souvent contaminés. Ça, on n'y pense jamais. Et ils deviennent donc impossibles à recycler parce qu'ils sont souillés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer mieux pour ce gisement ? Et je vous passe la parole, Samuel Lemos de Abreu. C'est l'idée qui vous a poussé, qui a poussé la licence dont vous êtes le représentant aujourd'hui, qui s'appelle EcoEco, à imaginer un système, une solution de collecte et de tri spécifique aux emballages du e-commerce. C'est un flux qui sort de celui des collectivités territoriales. C'est une initiative privée. Vous allez nous la présenter. Vous allez voir, c'est vraiment une très bonne idée. Alors oui, exactement. Vous avez bien résumé le concept. Donc, on est sur une solution qui est privée, tout à fait, qui est à destination des particuliers, qui vient en service aux collectivités et aux circuits de collecte existants et qui est cofinancé par les e-commerçants. Recontextualisation. Là, on est bien sur l'idée des engagements des acteurs du e-commerce. Tout à fait. Donc, recontextualisation rapide. Donc là, ce sont des chiffres du e-commerce que je vous présente. Donc, en 2021, le e-commerce et l'envoi de colis générés par les e-commerçants représentaient 8,4 millions de tonnes de carton, en croissance de 9% par rapport. On a du mal à se figurer, mais c'est absolument colossal. Tout à fait, oui. Par rapport à l'année précédente, c'est une évolution quand même de 9%. Ça représente 1,5 milliard de colis, donc là, une croissance à 2 chiffres par rapport à l'année précédente. Et on peut, si on répercute ça sur la population française, ça représente 24 colis par an, par habitant, tout habitant confondu, sachant que tout le monde n'est pas forcément un e-consommateur. Donc les e-consommateurs sont bien sûr au-dessus de ces chiffres-là. Ces chiffres, ils sont bien sûr en constante augmentation. Et on imagine mal aujourd'hui, en 2022, le e-commerce baisser en termes de volume. Donc on sera sans doute amené à avoir des chiffres encore plus colossaux dans les années à venir. Quelles sont les conséquences de cette progression ? Les conséquences pour les collectivités notamment. Donc là, vous pouvez voir en haut à gauche une image que vous avez sans doute déjà tous vue dans votre quotidien. C'est les bacs jaunes qui débordent. Et du coup, les bacs d'ordures ménagères qui sont pleins aussi. Voilà, oui, ordures ménagères, les bacs jaunes, ça peut être également chez vous. Souvent, les gens stockent également les cartons. On a beaucoup de retours là-dessus. Les gens peuvent stocker les cartons dans leur garage, par exemple, avant d'aller faire un tour en déchetterie, qui prend du temps et qui aujourd'hui est de plus en plus réglementé. Donc, c'est un problème là-dessus. Évidemment, tous ces bacs qui sont pleins provoquent un risque d'augmentation des dépôts sauvages. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller en déchetterie, les professionnels également. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de dépôts sauvages et ils sont voués à augmenter si rien n'est fait pour accompagner les collectivités et redimensionner les collectes.
On rappelle que Noël, c'est dans un mois et qu'on va encore voir ce genre de phénomène se développer après Noël. Oui, c'est sûr. Donc bien sûr, ça a un impact premier aussi pour les collectivités, au-delà de cet engorgement, c'est l'augmentation des coûts de collecte que cela induit. Voilà, c'est les collectivités qui doivent payer, embaucher de nouvelles personnes pour assurer les collectes. Et ça, c'est vrai, les collectivités territoriales le disent, elles ont de moins en moins les moyens de faire des tours de collecte une fois par semaine. C'est souvent une fois toutes les 2 semaines, voire pire. Et donc, on a ce phénomène d'engorgement qui n'est pas seulement dû au e-commerce, qui est dû à la complexité liée à l'extension des consignes de tri en particulier, mais le e-commerce joue évidemment son rôle. Oui, oui, bien sûr. C'est pas seulement le e-commerce, hein, bien sûr, qu'on met dans les bacs jaunes, mais bon, ça représente un volume toujours croissant. Et c'est dans ce sens qu'on a pensé la solution que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et bien sûr, bon, une complexité de la gestion opérationnelle pour ces collectivités qui augmente d'année en année avec tout cet afflux de cartons. Donc maintenant, la solution EcoEco donc c'est un réseau qui est pour les particuliers, je le rappelle, qui est gratuit, qui soutient bien sûr les collectivités au profit des filières, car je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail ultérieurement, mais on a un vrai respect de la matière, une notion de respect de la matière qui est très importante dans notre réseau. Donc 2 objectifs majeurs, c'est de permettre une collecte dédiée spécialement et spécifiquement aux déchets du e-commerce et de construire un réseau au plus près du e-consommateur. Donc là-dessus, j'y viendrai également. Alors maintenant, voici la solution. Donc j'ai pas pu ramener le cube sur place, bien sûr. C'est un container qui fait quelle dimension? Alors là, on a un homme d'1,75 m à côté. Les proportions sont respectées, donc on est sur 1,60 m de hauteur, 3 mètres de long pour les deux modules joints et une profondeur d'environ 1,20 m. Donc vous pouvez voir en partie gauche du côté de cet homme des rouleaux qui permettent... Enfin, je vais prendre l'expérience client par l'expérience utilisateur du début plutôt. Donc alors on plie le carton. Alors d'abord, on a des produits de calage souvent. Oui. Donc on vide d'abord les produits de calage sur la droite. Donc on a une sorte de vide-ordure, trappe de vide-ordure. Ok. On les déverse, que ce soit des chips, papier bulle, papier craft, Watt Textile qui se développe également. Et ensuite, on demande simplement à l'utilisateur de plier son carton et de l'insérer dans les rouleaux. Pourquoi des rouleaux? Pour éviter qu'on y mette autre chose? Oui, bien sûr, ouais. Pour éviter les incivilités au maximum et vraiment préserver le carton de tout ça. On a, bien sûr, c'est inscrit sur le container pour les gens qui sont décontextualisés et qui se demanderaient ce qu'est ce... À quoi ça sert? Voilà. Parce que c'est nouveau. Donc c'est nouveau. On n'est pas habitué. C'est également une des raisons pour lesquelles on a choisi le fuchsia pour cette présentation, pour pouvoir vraiment se démarquer sur les parkings. C'est la vraie couleur, ça? C'est la vraie couleur de lancement. Et après, on a des déclinaisons. Hein, on maîtrise tout le procédé industriel derrière. Donc, il n'y a aucun souci si, par exemple, on est sur des villes, monuments historiques ou, qui pourraient poser problème. On peut tout à fait s'adapter. On l'a pensé en version bleu marine. Il n'y a pas de souci là-dessus. On reste à l'écoute. Donc voilà pour ça, ça reste concret. Et donc le service est bien sûr, comme dit précédemment, gratuit pour les particuliers, gratuit également pour les collectivités et pour les grandes surfaces qui sont souvent des aires d'accueil pour notre cube. Le réseau est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, tout simplement. Il est sur des parkings ouverts. Il peut également être positionné dans la rue. Donc il reste accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et la fréquence de ramassage est optimisée. Là, c'est une vraie valeur ajoutée également. Les cubes sont équipés de capteurs de taux de remplissage et géolocalisés pour permettre un ramassage optimisé et aucun engorgement du circuit. S'il faut procéder à une collecte tous les jours, la collecte sera assurée tous les jours par nos partenaires. Donc bien entendu, comme dit précédemment, ce réseau soutient les collectivités réellement et concrètement. Ça a deux conséquences. Donc c'est pas toute l'organisation que vous avez décrite. Oui.
on essaie de synthétiser. Hein. C'est pas les collectivités territoriales qui sont invitées à venir chercher, Non. vider les containers. C'est qui? Alors on a des partenaires privés. C'est la slide d'après. Allez-y, allez-y, mettez la slide d'après. Alors je vous la mets. Qui est-ce qui va gérer cette collecte? Donc ce sont des partenaires privés. On s'appuie sur des déchetteries privées qui aujourd'hui existent en France. On les a identifiées. On en a environ une vingtaine, trentaine par département. Ah oui. Nous, on a quand même un petit peu réduit parce qu'on a réduit à une dizaine environ parce qu'on veut qu'ils aient des outils. Ils ont besoin d'outils et de procédés techniques quand même qui fait qu'on réduit un petit peu le nombre éligible à notre licence. Mais voilà, c'est un système de licence en fait qui est pour les déchetteries privées, pardon, et qui leur permet d'avoir tout ce package, on va dire, du cube avec les logiciels de traitement de déchets, enfin les logiciels de collecte, etc. Qui sont les opérateurs de déchetterie privée? Simple curiosité. C'est-à-dire, vous voulez des noms de... Oui, si vous en pouvez en citer deux alors ou trois. c'est souvent des petits groupes en fait. Ben, là, Oui. on a l'exemple d'Ecopol parce que nous, on est dans le sud-ouest. Vous êtes à Pau. On est à Pau, c'est ça. Le développement a démarré sur Pau et donc on s'appuie sur l'Ecopol qui est une déchetterie privée tout simple. C'est plutôt généralement des déchetteries qui sont destinées aux professionnels en fait. D'accord. Et on s'appuie vraiment sur elles qui ont des parcs dédiés, qui ont les machines, les tables de tri, des presses à balles également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Ça peut également être un investissement pour ces sites. Et vous avez un partenaire industriel également pour la fabrication des box. Je vous fais un petit peu modifier, mais oui, bien sûr, pas de souci. c'est fluide comme ça. Ouais. Alors on a bien sûr un partenaire industriel qui est Econox, qui est basé lui dans le nord de la France, qui a fabriqué notamment, qui a pour fait d'arme d'avoir fait les box Le Relais que tout le monde peut connaître. Pour les vêtements. Pour les vêtements, voilà, box de récupération de vêtements. Les box blancs. Les box blancs, oui, exactement, qui sont 38 000 en France. Donc Econox nous a mis à disposition une ligne. On a travaillé ensemble pour développer une ligne de production dédiée à EcoEco qui va permettre d'atteindre notre objectif sans aucun souci. On a des grosses capacités de production. Donc maintenant, c'est au niveau des négociations avec les sites d'accueil. J'allais y venir, mais avant ça, comment est-ce que c'est financé? Parce que pour le coup, vous avez dit c'est gratuit pour presque tout le monde. Alors c'est gratuit, oui, pour presque tout le monde. Il y a juste un acteur qui n'a pas été cité, c'est celui de notre conférence. Voilà, c'est les sociétés de e-commerce. C'est ça, c'est exactement. eux qui vont financer. Alors ce sont les e-commerçants, effectivement, on les encourage à venir nous rejoindre, à venir financer ce réseau. En effet... Attendez, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Parce qu'ils pourraient tout simplement communiquer dessus, communiquer sur le fait qu'ils participent à quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'il y a de plus concret qu'un container qu'on va voir positionner tous les jours devant son magasin, le magasin qu'on fréquente une fois par semaine peut-être pour aller faire les courses. C'est une vraie réponse, je pense, pour eux. Ils auront sans doute la possibilité de sticker également, de mettre leur logo sur le container. Ils auront la possibilité de communiquer également sur leur site internet. Donc il y a tout un package de communication sur lequel on est en train de réfléchir pour les e-commerçants. Ces fameux acteurs, vous les avez contactés déjà? Oui, on est en contact avec certaines plateformes. Et, il y a un intérêt? Ah oui, il y a un intérêt pour eux, ils l'ont vu de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, durant ce salon, sur l'objectif Zéro Impact, on est positionné à l'espace Objectif Zéro Impact. On a pu être approché par pas mal de e-commerçants, pas mal de consultants des marchés RSE aussi pour les e-commerçants qui voient un très grand intérêt à communiquer sur ce réseau. Dernière chose, et ce n'est pas la moindre des questions, vous êtes en train, je crois, d'entamer une démarche pour devenir un éco-organisme. Alors là-dessus, c'est oui et non, dans le sens où, oui, quand on en avait parlé, c'était... C'était le cas et puis maintenant ça a changé? Non. Pas du tout, on est toujours là-dessus, mais bon, là vraiment, ce qui compte pour nous en priorité, c'est vraiment de développer le réseau. On a quand même 5000 containers à positionner, donc il y a des priorités. D'autant de négociations, c'est exactement ça, on priorise.
On est approché bien sûr par les éco-organismes, donc si on doit en créer un, on le fera. Si on peut travailler également de concert avec les éco-organismes existants, on pourra également le faire. Très bien. Voilà. Alors, je vous propose de vous passer le micro dans le public. On va vous laisser 5 minutes pour poser des questions. Normalement, on est à la fin de cette conférence, mais il ne faut pas vous frustrer. Et je pense que ça suscite en tout cas beaucoup de réflexions et peut-être des questions. Avez-vous des questions ? Levez la main pour poser votre question. Monsieur au premier rang, on va vous donner un micro. Présentez-vous en 2 mots et puis posez votre question, bien sûr. Messieurs, bonjour. Donc, je suis Monsieur Bouabdallah, société Ecopac en Algérie. Je voulais poser une question par rapport à la suppression des emballages secondaires. Une fois qu'on a mis en place le développement du commerce en ligne, dans quelle proportion on peut imaginer l'emballage secondaire se réduire, diminuer par rapport à ce qu'il est maintenant? Voilà, par rapport au e-commerce, bien sûr. Par rapport à l'emballage d'expédition, Oui, c'est ça, l'emballage du Alors, produit. les emballages multicanaux se développent mais peinent quand même un petit peu. Et en fait, c'est ça, c'est à la base, Micro bien proche. à la base, il faudrait que les produits soient capables de supporter la supply e-commerce. Mais là, on n'est pas vraiment dans l'optimisation de la matière, et parce que du coup, tout ce qui irait en magasin serait surévalué et surprotégé pour supporter ça. Certains produits, ça vaut le coup, mais pas sur tous. Donc aujourd'hui, on est obligé de les suremballer. On prend l'exemple tout à l'heure de Grigous. Si on se dit qu'il décide de faire que des emballages comme celui-ci et que c'est en magasin, vu les pourcentages de vente qu'ils auraient, ce serait plus d'avoir un impact négatif du suremballage qui finalement n'a pas lieu d'être, plutôt que celui qu'ils ont fait pour Noël, qui était une action pour cette période. Mais en tout cas, nous, je sais qu'on a eu des projets, on y réfléchit aussi. En fait, c'est la contrainte de la supply chain e-commerce qui est compliquée et qui est complètement différente. Un emballage peut avoir jusqu'à 50 points, enfin, peut être touché 50 fois de points de contact dans une supply chain e-com, ce qui est énorme. Donc, c'est assez complexe. La réponse, c'est plus de passer par du monomatériau et une filière de recyclage derrière. C'est plutôt ça, Oui. en fait. Bah, si le carton est recyclé derrière, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème à suremballer le produit pour qu'il arrive bien Ah. au consommateur. À condition qu'on ait chassé le vide, qu'on ait fait tout le Qu'on ait travail une d'optimisation D'éco-conception. et d'éco-conception. Voilà. La réponse n'est pas parfaite, cher monsieur, mais en tout cas, il y a une problématique qui est liée au e-commerce, effectivement, qui n'est pas simple. Autre question ? Autre question, les étudiants, vous n'avez pas des questions ? À droite. Monsieur. Merci. Alors en premier, déjà, je ne viens pas d'une société, je suis étudiant en BTS TC, je m'appelle Tejani Mehdi. Parfait. Et je reviens sur je reviens tout à l'heure sur ce que vous avez dit par rapport à LDLC, vu que vous étiez, il me semble, en partenariat avec eux justement pour développer, pour la réduction du vide dans leurs emballages. Vous avez parlé justement des petits produits en disant que vous vouliez justement réduire l'espace à l'intérieur, mais comment est-ce que vous voyez ça à plus grande échelle ? Je parle justement pour des produits de beaucoup plus grande taille, si je me fais bien comprendre, désolé. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut citer ? Connaissant LDLC, vu que j'ai des amis qui travaillent là-bas, je parle notamment pour, par exemple, des ordinateurs, vu qu'ils vendent du multimédia, des écrans qui font parfois jusqu'à 1 mètre de long, etc. Je me demande comment est-ce qu'ils voient la réduction du vide dans l'espace des colis, mais à beaucoup plus grande échelle. Compris. Florian. Alors avec LDSC, on travaille aussi sur leur gamme majoritaire qui est les ordinateurs, les écrans de moyenne taille. Et ça, on a plus une gamme de cartons qui couvre une large gamme de produits pour fitter au mieux avec les produits. Le cas des énormes écrans télé, écrans plats, oui, ça reste C'est l'enfer, c'est très fragile. C'est très fragile et pour autant c'est très grand. Et il y a une multitude de tailles et là c'est très compliqué d'avoir un emballage couvrant toute cette gamme. Et souvent ils le font à la main sur mesure pour chaque taille quand ils veulent le faire. Ce qui leur permet de fitter au mieux. Parce que sinon on devait leur fabriquer un emballage pour toutes les tailles, on ferait sur la taille la plus grande et il y aurait beaucoup de vide sur les tailles intermédiaires. Il y a beaucoup de polystyrène expansé pour le matériau de calage également sur ces emballages-là. Oui, mais les acteurs changent et se mettent au carton. Ah, se mettent au carton, oui, d'accord. On fait aussi des cartons anti-abrasifs, donc on peut aussi substituer du polystyrène de calage pour ces gros objets.
l'électroménager, le multimédia. Et là, sur des gros objets, on travaille avec le fabricant directement du produit. Vous voyez, ça c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire on n'a pas seulement le fait de réduire, de chercher absolument à réduire, parce qu'on voit bien que c'est parfois pas possible, mais on peut être en monomatériaux, papier, carton, pour chercher l'éco-conception et la filière de recyclage. Ça fait partie des réflexions très importantes. Pour compléter, en fait, Julien. il faut garder en tête qu'il y a plusieurs étapes. On ne va pas aller du jour au lendemain tout changer la supply d'une entreprise. Un e-commerçant qui se lance, c'est facile parce que c'est le début et on les accompagne. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des pure players, 100% e-com, il y a des magasins physiques, il y a des logisticiens qui achètent pour des acteurs d'emballage qui souhaitent revendre. Donc en fait, c'est très complexe, il y a plusieurs acteurs. Donc il faut aussi être, entre guillemets, même en consommateur, si je peux me permettre, indulgent. Il y a différentes étapes. Il y a des fois, il faut commencer par le calage, il y en a qui vont commencer par l'addiction du vide. Et in fine, j'ose espérer qu'on arrivera à avoir la meilleure solution possible. Autre question. Monsieur. Et puis après, on va clore cette conférence après cette question. Bonjour, je vais m'adresser à Florian, Pierre-Jean Cavaroc du labo SGS. Bonjour Pierre-Jean. Il s'attendait. Hein. Ouais, j'avais une question sur... Alors sur SGS, société qui pratique des inspections, des contrôles, bien connue, société internationale. Et un laboratoire de test. Et un aussi. laboratoire de test. Et j'avais une question par rapport au packaging Grey Goose qui a été présenté. Il a été testé et il sera envoyé tel quel ou suremballé dans un autre carton? Alors ça, c'était l'offre de l'année dernière, je crois, de Noël l'année dernière. Et donc pour les connaisseurs Amazon, c'était un pack FFP. Donc il a été certifié ISTA6, il a passé tout le programme de test. Pour moi, c'est du chinois. Hein. C'est Frustration Free Packaging. ISTA, Ils ont différents... Ouais, enfin, ISTA, c'est une norme d'emballage et il y a plusieurs niveaux pour s'assurer que l'emballage va supporter la supply. Alors après, il y a pour l'industrie, pour le e-commerce, et Amazon a créé sa propre norme. Et on travaille avec SGS pour tester nos emballages aussi et s'assurer que nos clients vont pouvoir passer par Amazon sans qu'il y ait de casse-produit à la fin. Et sans qu'on soit obligé de faire un suremballage sur l'emballage. Ça c'est le niveau ultime de la norme Amazon, FFP, Frustration Free Packaging, qui demande d'avoir un emballage avec le moins de vide possible, 100% recyclable et expédiable directement. Donc là, en fait, c'était Grey Goose qui copaquait cette boîte, qui mettait sa bouteille et son verre, qui expédiait ce pack chez Amazon pour que Amazon puisse l'envoyer directement sans être suremballé. Et ça, si vous êtes client de chez Amazon, vous l'avez de temps en temps maintenant. Ils commencent à ne plus suremballer les produits parce que les produits ont été pensés à la base pour être expédiables directement par Amazon. Donc là, dès le début, ça a été orienté dans le flux. Il y a les produits qui sont pour la grande surface et les produits qui sont expédiés chez Amazon, prêts à partir. Ça peut rejoindre aussi la première question. Sans suremballage d'expédition. Sans suremballage d'expédition. Très bien. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci, chers étudiants, d'être venus nombreux. On peut applaudir nos 3 intervenants qui ont été passionnants.